Voilà. Alors, série numéro 4, on va traiter des exercices 3 et 4. Voilà. Alors, exercice 3, la résistance équivalente à l'association de résistance représentée par la figure ci-contre et RAB égale 20 ohms. Calculer la valeur de R1, sachant que VA moins VB égale 50 volts, calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance RAB pendant un intervalle de temps de 5 minutes. Alors, on y va. Voilà donc notre association de résistance. Donc, entre les deux points A et B, on a cet ensemble de résistances qui sont connectées. Et ce qu'on veut savoir, c'est quelle est, alors je vous rappelle ce que c'est qu'une résistance interne, c'est une résistance qui pourrait remplacer toutes les autres et qui serait traversée par le même courant que l'ensemble si elle était sous la même différence de potentiel. Alors, on va donc chercher cette résistance équivalente entre les deux points A et B. Alors, on a notre assemblage de résistance et on va essayer de simplifier notre circuit en cherchant un endroit dans cet ensemble de résistances où il y a soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle. Alors, si on regarde bien, eh bien, on voit que ici, on a qu'est-ce que vous dites là? Oui. Oui, le TD vient de commencer. Je vous rappelle qu'on a décalé l'horaire à 15 heures. Hein. Il me semble que c'est à vous qui sont que je me suis adressée pour que vos camarades sachent que c'était 15 heures et pas 14h40. D'accord. Bon, alors, on en est à l'exercice 3, série 4. Donc, on cherche dans cet assemblage de résistances un endroit où on a soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle. Alors, ce qu'on constate, c'est que ici, on a ces trois résistances qui sont à la suite les unes des autres, c'est-à-dire à chaque fois, elles ont une borne en commun, d'accord? Ici, c'est une borne commune entre R1 et 2R1. Ici, c'est une borne commune entre 2R1 et R1, d'accord? Donc, ces trois résistances qui sont à la suite les unes des autres sont des résistances en série. Alors, on sait faire ça. On sait que la résistance équivalente à des résistances en série, c'est une résistance qui est égale à la somme des résistances. Alors ici, je vais avoir la résistance équivalente à R1 en série avec 2R1 et R1, ça sera R1 plus 2R1 plus R1. C'est-à-dire que à la place de ces trois résistances, je pourrais en mettre une seule qui aurait pour valeur 4R1. Donc la somme des trois résistances. Alors, on redessine notre assemblage de résistances en remplaçant ces trois résistances par leur résistance équivalente. C'est-à-dire qu'on fait comme si à la place de ces trois, il y en avait une seule qui aurait pour valeur 4R1. Alors, on regarde une nouvelle fois. Est-ce qu'il y a un endroit dans le circuit où j'ai soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle? Et on constate ici que cette résistance 4R1, d'accord, elle est en parallèle avec la résistance 2R1, c'est-à-dire celle-ci. Hein. J'ai tout reproduit à l'identique, j'ai juste remplacé ces trois résistances par leur résistance équivalente. Et donc,
On constate que cette résistance équivalente est en parallèle avec 2 R1 et je vais pouvoir écrire que la résistance équivalente à ces deux résistances en parallèle, c'est 1 sur R, elle est telle que 1 sur R équivalent égale à 1 sur 2 R1 plus 1 sur 4 R1, d'accord? C'est-à-dire 3 sur 4 R1, et j'inverse pour avoir la valeur de la résistance équivalente, puisque ce que je viens d'écrire, c'est 1 sur R équivalent. Donc, si je veux R équivalent, j'inverse et j'ai 4 tiers de R1. Est-ce que ça va jusque-là? C'est bon? D'accord. Alors, une nouvelle fois, je redessine mon circuit en remplaçant ces deux résistances en parallèle par leur résistance équivalente. D'accord? Donc, la voici. Tout le reste a été reproduit à l'identique, sauf que à la place de ces deux résistances, j'ai mis leur résistance équivalente. Et une nouvelle fois, on se pose la question, est-ce qu'il y a un endroit dans cet assemblage où j'ai soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle? Et on constate qu'on a ces trois résistances qui sont à la suite les unes des autres. Donc j'ai R1, 4 tiers de R1 et R1. D'accord? Alors, je sais calculer la résistance équivalente à trois résistances en série. C'est la somme des trois résistances. Donc, je vais avoir R1 plus 4 tiers de R1 plus R1, c'est-à-dire 3 tiers plus 4 tiers plus 3 tiers de R1, donc 10 tiers de R1. Alors, pour la dernière fois, on va redessiner notre circuit en remplaçant cette résistance équivalente par, ces trois résistances par leur résistance équivalente. Alors, on vient de trouver 10 tiers de R1. Eh bien, ça veut dire que tout ce qui reste, c'est la résistance de R1, c'est-à-dire celle-ci, qui est en parallèle avec la résistance équivalente à ces trois-là, c'est-à-dire 10 tiers de R1. Alors, une nouvelle fois, la résistance équivalente entre les deux points A et B, donc ce qui est à l'intérieur du cadre bleu, ça va être 1, cette fois c'est ce qu'on cherche, ce sera 1 sur R à B égale à 1 sur 2 R1 plus 3 sur 10 R1. Alors, on réduit au même dénominateur, on fait le calcul, on trouve que c'est 8 sur 10 R1, c'est-à-dire 4 sur 5 R1, et on inverse pour avoir, je vous rappelle que ce qu'on vient de calculer, c'est 1 sur R à B, donc on inverse et on a R à B, d'accord, qui est égal à 5 quarts de R1. Voilà. Alors, connaissant R à B, eh bien, ça va nous donner la valeur de R1. Je sais que R à B, c'est 20 ohms. Donc, R1, ça va être 4 cinquièmes de R à B. Donc, ça vaudra 16 ohms. Voilà. Est-ce que Azizi, vous désactivez votre micro, s'il vous plaît? Bon. Alors, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'était, sachant que VA moins VB est égal à 50 volts, calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance R à B. Alors, là, on applique ici la loi de Joule, donc l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance R à B, eh bien, c'est R à B multiplié par I au carré, multiplié par le temps pendant lequel on veut évaluer cette énergie dissipée par effet Joule. Donc, on fait le produit R à B, I carré, T. Alors, on ne connaît pas le courant,
mais on connaît la différence de potentiel VA moins VB, donc sachant que VA moins VB, la différence de potentiel borne de la résistance RAB, c'est RAB multiplié par I, donc on va écrire ici que I carré, ça va être VA moins VB au carré sur RAB au carré, multiplié par RAB multiplié par T. Donc j'ai un terme en RAB qui disparaît au dénominateur et j'aurai VA moins VB au carré sur RAB multiplié par T. Voilà l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance RAB pendant un intervalle de temps de 5 minutes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Alors, comment j'ai trouvé, oui. Oui, comment j'ai trouvé quoi? 5 quarts? Oui. D'accord, on voit ça. Alors, vous avez compris les autres étapes? Yasmine, vous avez compris les autres étapes? C'est juste là que vous avez un problème? D'accord. Alors, on a fait quoi? On s'est retrouvé à la fin avec 2 résistances en parallèle. D'accord? À chaque fois, on avait pris ces 3 résistances en série, on les a remplacées par leurs résistances équivalentes. Ensuite, ces 2 résistances en parallèle, on les a remplacées par leurs résistances équivalentes. Et maintenant, il ne reste plus que cette résistance de R1 en parallèle avec cette résistance équivalente. Alors, on fait quoi? On écrit que 1 sur RAB, d'accord? C'est des résistances en parallèle. Hein? Donc, la résistance équivalente RAB, elle sera telle que 1 sur RAB égale à 1 sur 2 R1 plus 1 sur 10 tiers de R1. D'accord? Alors, 1 sur 10 tiers de R1, c'est quoi? C'est 3 sur 10 R1. Comment j'ai calculé? Oui, bah attendez, je réponds d'abord à cette question. Alors, je répète, 1 sur RAB, c'est 1 sur 2 R1 plus 1 sur 10 tiers de R1. Alors, 1 sur 10 tiers de R1, c'est 3 sur 10 R1. C'est bon? Donc, j'ai qu'à l'écrire en même temps que je vous le dis. Hein. 1 sur RAB, c'est 1 sur 2 R1 plus 1 sur 10 tiers de R1, c'est-à-dire 3 sur 10 R1. Ça va? Et j'ai pas le même dénominateur. Hein. J'ai 1 sur 2 R1 d'un côté et j'ai 3 sur 10 R1 de l'autre. Donc, il faut que je réduise au même dénominateur. Donc, le 1 sur 2 R1, je vais dire que c'est 5 sur 10 R1. D'accord? Pour avoir le même dénominateur. Donc, j'ai 5 sur 10 R1 plus 3 sur 10 R1 égale à 1 sur RAB. Alors, 5 sur 10 R1 plus 3 sur 10 R1, ça donne 8 sur 10 R1. Ça va? Donc, 1 sur RAB égale à 8 sur 10 R1. 8 sur 10 R1, ça peut se simplifier. On peut dire que c'est 4 sur 5 R1. Si je divise par 2 en haut et en bas. C'est bon? Alors, 1, je répète, 1 sur RAB est égal à 4 sur 5 R1. Et comme je cherche RAB, ben j'inverse. Donc, c'est 5 R1 sur 4. Est-ce que vous avez suivi qui s'est posé la question? C'est Yasmine Helash. Vous avez suivi? C'est bon? D'accord. Ok. Alors, Amaouche, vous voulez savoir si je peux répéter comment j'ai calculé W. D'accord. On applique la loi de Joule. Hein.
Vous avez étudié ça en cours. Si vous avez une résistance R qui est parcourue par un courant I pendant un intervalle de temps de, on va dire delta T, eh bien, l'énergie dissipée par effet Joule dans cette résistance, c'est le produit R I carré T. D'accord? Donc ici, eh bien, on a tous les éléments. On nous demande de l'énergie dissipée dans la résistance RAB pendant le temps qui vaut 5 minutes. Et ben on écrit que c'est RAB multiplié par I carré T. Alors, dans cette loi de Joule, R I carré T, et bien ici, dans notre exercice, on ne connaît pas, dans l'énoncé, on ne nous a pas donné la valeur du courant. Par contre, on nous a donné la valeur de VA moins VB, la différence de potentiel aux bornes de la résistance RAB. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la loi d'Ohm. On va dire que VA moins VB, c'est RAB multiplié par I. D'accord? Et dans la mesure où VA moins VB est égal à RABI, ça me donne le courant, ça me permet de calculer le courant. Le courant, il va être égal à quoi? Il va être égal à VA moins VB divisé par RAB. D'accord? Puisque VA moins VB égale à RABI, donc I, c'est VA moins VB divisé par RAB. Et je remplace, donc je vais avoir W, l'énergie égale à RAB, multiplié par I carré. Je viens de dire que I, c'est VA moins VB divisé par RAB. D'accord? Donc, je vais avoir VA moins VB au carré divisé par RAB au carré. Mais il ne faut pas oublier, multiplié par T. Il ne faut pas oublier que j'ai ce terme RAB au numérateur et que j'ai RAB au carré au dénominateur. Donc, je simplifie, j'ai RAB au numérateur et RAB au carré au dénominateur. Donc, ça me laisse une seule fois RAB. Donc, j'ai VA moins VB carré sur RAB. C'est bon? Multiplié par T, évidemment. Est-ce que c'est plus clair? Qui est-ce qui m'a posé la question? C'est Amaouche. C'est bon? D'accord. Ok. Très bien. Bon, alors on passe à l'exercice 4. Alors on passe à l'exercice 4. Alors dans l'exercice 4, alors on a une association de résistance et on vous dit que dans cette association, les valeurs des résistances sont, alors on vous donne les différentes résistances. Calculer la résistance équivalente entre les deux points A et B et calculer la différence de potentiel VA moins VC si le courant dans R1 vaut 0,5 ampères. Dernière question, calculer dans ce cas la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance équivalente RAB. C'est bon? Alors, première étape, on cherche la résistance équivalente entre les deux points A et B. C'est bon? Alors, on va procéder comme tout à l'heure. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, on procède comme tout à l'heure. On cherche dans l'assemblage de résistance s'il y a un endroit où on peut simplifier le circuit, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un endroit où il y a soit des résistances en série, soit des résistances en parallèle. Alors, on voit tout de suite que les résistances R1, R2, R3, elles sont en parallèle. D'accord? Elles sont entre les mêmes points. Si on appelle ce point-là A et ce point-là D, eh bien R1, R2 et R3 se trouvent toutes les trois entre les points A et D. D'accord? Donc, on va pouvoir les assembler. On sait faire ça. On sait écrire que 1 sur, alors si je mets un point D ici, je vais dire que 1 sur R
A, D, c'est-à-dire la résistance équivalente entre les deux points A et D, donc 1 sur RAD, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Ça va jusque-là? Alors, qu'est-ce que c'est que R1? R1, c'est 8. R2 et R3, c'est 16. Donc, je vais avoir 1 sur RAD égale à 1 sur 8 plus 1 sur 16 plus 1 sur 16. D'accord? Donc, 1 sur 8 plus 2 sur 16, c'est-à-dire 1 sur 8 plus 1 sur 8. Donc, 2 sur 8, donc 1 quart. Donc, j'inverse pour avoir la résistance équivalente. La résistance équivalente à ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadre bleu, c'est 4 ohms. Puisque 1 sur la résistance équivalente, j'ai trouvé que c'était 1 quart. C'est bon? Alors, maintenant, je simplifie sur l'autre branche. Sur l'autre branche, eh bien, j'ai les résistances R5 et R6 qui sont en parallèle. Donc, je vais dire que 1 sur RAC est égal à 1 sur R5 plus 1 sur R6. C'est bon? R5 vaut 9 et R6 vaut 18. Donc, je vais avoir 1 sur RAC égale à 1 sur 9 plus 1 sur 18. Ça veut dire le 1 sur 9, ben, je réduis au même dénominateur. Donc, ça me fait 2 sur 10, 2 sur 18. Le 1 sur 9, ça devient 2 sur 18 plus 1 sur 18. Ça va? Ça donne 3 sur 18, c'est-à-dire 1 sixième. Et 1 sixième, c'est 1 sur la résistance équivalente entre les deux points A et C. Ça veut dire que la résistance ici entre les points A et C, c'est-à-dire la résistance équivalente à R5 en parallèle avec R6, eh bien c'est l'inverse de 1 sur 6, ça va être 6 ohms. Est-ce que vous avez suivi ce calcul? C'est bon? Ça va ou pas? D'accord. Alors, donc, à la place de ces trois résistances, eh bien, j'ai une seule résistance. Ok, d'accord. J'ai une seule résistance qui vaut 4 ohms. Et à la place de ces deux résistances en parallèle, j'ai une seule résistance qui vaut 6 ohms. Alors, ensuite, eh bien, j'ai cette résistance de 4 ohms qui va se trouver en série avec R4 et cette résistance de 6 ohms qui va se trouver en série avec R7. Ça va? Comme R4 vaut 20, je vais avoir 4 plus 20 égale 24. R7 vaut 6, je vais avoir 6 plus 6 égale 12. C'est bon? Alors maintenant, j'ai ce qui me reste, c'est deux résistances en parallèle. Une qui vaut 24 ohms, c'est la résistance équivalente à ces quatre résistances-là. Et une qui vaut 12 ohms, c'est la résistance équivalente à ces trois résistances-là. C'est bon? Et je vais les remplacer, ces deux résistances en parallèle, je vais les remplacer par leur résistance équivalente. Donc, je vais écrire que 1 sur RAB est égal à 1 sur 24 plus 1 sur 12. C'est bon? Je réduis au même dénominateur. Donc, 1 sur 24 plus 2 sur 24. Ça me fait 1 sur RAB égale 3 sur 24. Alors, je simplifie. 3 sur 24, ça fait 1 sur 8. D'accord? Donc, je vais avoir RAB qui est égal à 8 ohms. C'est bon? Voilà. Est-ce que ça vous semble facile, ça, les associations de résistance?
Le procédé est toujours le même. Vous prenez votre assemblage de résistance et vous allez chercher là où il y a soit des résistances en parallèle, soit des résistances en série, et c'est par là que vous commencez. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller de votre assemblage qui est complexe et vous essayez au fur et à mesure de le simplifier de plus en plus. D'accord? Donc ici, on a remplacé les 3 résistances en parallèle par une seule résistance. Donc ça nous fait, du coup, au lieu d'avoir cet assemblage-là, eh ben, on a 2 résistances en série. La résistance qui vaut 4 ohms et R4. Ici, eh ben, on a ces 2 résistances en parallèle, donc on les remplace par une seule qui vaut 6 ohms et on a du coup 2 résistances en série qui sont 6 ohms et R7. Alors après, ben, l'étape suivante, ça va être d'associer cette résistance de 4 ohms avec R4. Elles sont en série, donc on fait juste la somme, on a 24 ohms, et on assemble cette résistance qui vaut 6 ohms avec R7. Elles sont en série, et on va juste faire la somme pour avoir la résistance équivalente. Alors, à la dernière étape, eh bien, on voit qu'on a 2 résistances en parallèle, eh bien, on les associe et on obtient la résistance équivalente. Est-ce que c'est bon? Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, d'accord. Ok, merci. Bon, alors ok. Donc on peut passer à la question suivante. Alors, la question suivante, elle est un petit peu plus corsée. Hein. C'est moins évident que d'associer des résistances. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on vous dit dans cette question? Eh bien, dans cette question, on va revoir notre schéma. Alors, on vous demande de trouver la différence de potentiel VA moins VC, d'accord, avec comme seule donnée le courant dans la résistance R1. C'est tout ce que vous avez. Vous connaissez toutes les résistances. Bon, ça c'est des données aussi. Vous connaissez les valeurs de toutes les résistances et vous savez en plus que dans R1, ce courant que j'ai appelé IR1, vous savez que c'est 0,5 ampères. Et c'est la seule donnée, les seules données que vous ayez pour trouver la différence de potentiel VA moins VC. C'est bon? Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que VA moins VC? Alors déjà, on va appeler I le courant qui passe dans la résistance équivalente. C'est-à-dire que, voilà, j'aurais peut-être dû refaire, écrire ici les courants. Voilà, le courant que j'ai appelé I, c'est le courant qui va passer dans la résistance équivalente. D'accord? Si je remplaçais tout cet ensemble de résistances par une seule qui est leur résistance équivalente, eh bien, le courant qui traverserait cette résistance équivalente, ce serait I. Je l'appelle I. Maintenant, ce courant I, qu'on peut retrouver ici aussi, ce courant I, vous voyez bien que arrivé à ce point, il va se partager pour passer. Alors, une partie va passer dans cette branche, d'accord, qui a une résistance équivalente de 24 ohms, et l'autre partie va passer dans cette branche qui a pour résistance équivalente 12 ohms. D'accord? Les deux branches étant cette branche et celle-ci. D'accord? Donc, je vais dire que le courant I, il peut être décomposé d'une certaine façon en deux courants. Un courant I1 qui va passer dans cette branche et un courant I2 qui va passer dans celle-là. Alors, je redescends. Voici mes courants. Hein. J'ai le courant I qui est le courant total qui traverse la résistance totale, la résistance équivalente. Et j'ai I1 qui passe dans cette branche et I2 qui passe dans celle-ci. Ça va? Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que VA moins VC? Si je pouvais remplacer
ces deux résistances R5 et R6 par leur résistance équivalente. Je vais l'appeler RAC. Alors, je vous rappelle que cette résistance équivalente, on l'a calculée, hein, elle vaut 6 ohms. Entre les deux points A et C, j'ai R5 en parallèle avec R6, d'accord? Leur résistance équivalente, c'est 6 ohms. Donc, j'appelle cet ensemble, je vais l'appeler RAC, c'est-à-dire la résistance entre les deux points A et C. Alors, VA moins VC, c'est donc RAC multiplié par I2. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Le courant I2 qui passe dans la résistance RAC et dans la résistance R7. D'accord? Il passe dans cette branche. C'est bon? Le courant I1, lui, il passe dans la résistance équivalente à R1 en parallèle avec R2 et R3. Il passe aussi dans la résistance R4. Ça va? Bon, alors, je reviens à ma différence de potentiel VA moins VC qui est égale à RAC multiplié par I2. J'ai une résistance ici entre les deux points A et C, je l'appelle RAC, c'est ma résistance de 6 ohms. Et si je veux avoir cette différence de potentiel VA moins VC, eh bien je dis que c'est RAC, j'applique la loi d'Ohm, RAC multiplié par I2, puisque I2 est le courant qui traverse cette résistance RAC. Alors, problème, je ne connais pas le courant I2. Alors, le courant I2, je fais quoi pour l'avoir? Eh bien, je dis que I, c'est I1 plus I2. Donc, ça veut dire que I2, c'est le courant I moins le courant I1. C'est bon? Alors, le courant, je vais écrire chacun de ces courants et puis on va voir s'il y a moyen de s'en sortir avec la seule donnée que nous ayons, c'est-à-dire le courant à la résistance R1. Alors, qu'est-ce que c'est que le courant I? On a dit que le courant I, c'est le courant qui traverse la résistance équivalente RAB. C'est le courant total, celui-là. D'accord? Donc, ce courant, c'est VA moins VB divisé par RAB. Si je remplace toutes ces résistances par une seule qui est RAB, si j'ai le courant I qui traverse cette résistance, eh bien, je peux écrire grâce à la loi d'Ohm que VA moins VB est égal à RAB multiplié par le courant I. Donc, le courant I, c'est VA moins VB divisé par RAB. C'est bon? Alors, je vous rappelle que on est en train de chercher le courant I2, c'est ça qui me manque pour avoir VA moins VC. Hein. Donc, le courant I2, c'est I moins I1. Donc, le courant I, je sais déjà que c'est VA moins VB sur RAB. Alors, c'est le moment de se poser la question, qu'est-ce que je connais là-dedans? Est-ce que je connais RAB? Oui. RAB, je l'ai calculé dans la première question. Est-ce que je connais VA moins VB? Eh bien non, je ne connais pas VA moins VB. En tout cas, pas pour le moment. Alors, est-ce que j'ai un moyen de connaître VA moins VB? Alors, VA moins VB, je peux l'écrire de plusieurs façons. Alors, soit je dis que c'est RAB multiplié par I, je vais remonter ici, hein. Soit je dis que c'est RAB multiplié par I étant le courant qui passe dans la résistance, le courant total qui passe dans la résistance RAB. Soit je dis que VA moins VB, c'est cette résistance multipliée par I1, le courant que j'ai appelé I1. Soit je dis que c'est cette résistance multipliée par le courant I2.
Donc, j'ai trois façons de calculer VA moins VB. D'accord? Donc, mon courant I, qui est égal à VA moins VB sur RAB, eh bien, je vais pouvoir le calculer si j'arrive par une de ces trois manières de calculer VA moins VB, si j'arrive à obtenir VA moins VB. Alors, j'ai dit que l'une des manières, c'était d'écrire que c'est cette résistance multipliée par le courant I1, d'accord? Eh bien, il suffirait que je connaisse le courant I1, d'accord? Eh bien, je vais chercher le courant I1. Qu'est-ce que c'est que le courant I1? Eh bien, le courant I1, j'ai deux façons de le trouver. Soit je dis que VA moins VB est égal à toute cette résistance, c'est-à-dire la résistance de 24 ohms multipliée par I1, d'accord? Soit je dis que VA moins VD est égal à la résistance équivalente à ces trois-là multipliée par I1, d'accord? Puisque cet ensemble est traversé par le courant I1 qui traverse non seulement la résistance équivalente à ces trois résistances, mais aussi la résistance R4, mais aussi la résistance équivalente à toute la branche. D'accord? Donc, je dis que I1, c'est VA moins VD divisé par cette résistance équivalente que j'appelle RAD. Alors, qu'est-ce que je connais là-dedans? Dans I1, ben, la résistance RAD, je la connais, ben, je l'ai calculée tout à l'heure, c'est la résistance de 4 ohms. Mais est-ce que je connais VA moins VD? Alors, je vous pose la question, est-ce que je connais VA moins VD? Est-ce que j'ai un moyen de trouver VA moins VD? Je vous écoute. Bon, je vais vous donner, je vais vous mettre un petit peu sur la voie. VA moins VD, on peut le calculer de plusieurs façons. C'est soit, alors, je remplace ces trois résistances par leur résistance équivalente que j'appelle RAD, que j'ai calculé tout à l'heure et qui vaut 4 ohms. Donc, c'est soit, alors VA moins VD, c'est soit RAD multiplié par I1, d'accord? Soit R1 multiplié par IR1, soit R2 multiplié par IR2, le courant qui traverse la résistance R2, soit R3 multiplié par le courant qui traverse R3, c'est-à-dire IR3. Alors, je vous ai donné la réponse. Ça veut dire que VA moins VD, eh bien, je peux le trouver en écrivant que c'est R1 multiplié par IR1. Or, IR1, eh ben, c'est donné dans l'énoncé. C'est notre fameux unique courant qu'on connaît, c'est-à-dire 0,5 ampères. Donc, VA moins VD, c'est R1, IR1. Je reviens ici à mon courant I1 qui est égal à VA moins VD sur RAD. Je remplace VA moins VD par R1, IR1. Et ça me donne I1 égale à R1 IR1 sur RAD. C'est bon? Alors, R1 c'est 8. RAD, on a trouvé que c'était 4 ohms. Donc, on va avoir I1 qui est égal à 2 fois IR1. Donc, j'ai la valeur de I1, c'est 1 ampère. C'est bon? Alors, on a bien avancé. Je vous rappelle, notre objectif, c'est de trouver VA moins VC qui est égal à RAC I2. D'accord? Et on avait besoin du courant I2 pour pouvoir faire ce calcul. Dans le courant I2,
I2 étant égal à I moins I1, eh bien, dans l'expression de I2, je viens de trouver ce terme-là. Je sais que I1, c'est 1 ampère. Alors maintenant, ce qui me manque, c'est le courant I, et je pourrais en déduire le courant I2. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir le courant I? Eh bien, le courant I, on a dit que c'était VA moins VB sur RAB. Donc, il me suffit de chercher VA moins VB. Alors, VA moins VB, on avait vu qu'on avait plusieurs façons de le trouver. C'est soit RAB multiplié par I, soit la résistance équivalente à toute la branche multipliée par I1, soit la résistance équivalente à toute cette branche multipliée par I2. Alors, je vous rappelle que c'était, alors, soit 8 multiplié, VA moins VB, c'est 8 multiplié par I, ou alors, VA moins VB, c'est 24 multiplié par I1, ou bien VA moins VB égale 12 multiplié par I2. D'accord? Donc, nous, pour avoir I, on a besoin de VA moins VB, mais on vient de voir qu'on a plusieurs façons de calculer VA moins VB. Alors, on peut pas utiliser cette façon parce qu'on ne connaît pas encore le courant I. On peut pas utiliser cette façon parce qu'on ne connaît pas le courant I2. Par contre, on peut utiliser cette façon-là puisqu'on connaît le courant I1 qu'on vient de calculer. Donc, VA moins VB est égal à cette résistance multipliée par I1. Donc, j'ai VA moins VB égale à RAD plus R4, d'accord, multiplié par I1. Alors, RAD c'était 4 ohms, R4 c'est 20, donc RAD plus R4 c'est 24 ohms. Donc j'ai la valeur de VA moins VB qui vaut 24 ohms. Alors, à partir du moment où on a VA moins VB, ben, on remonte là. I, c'est VA moins VB sur RAB. Donc, j'ai le courant I qui vaut 3 ampères. I2, c'est I moins I1. Alors, I vaut 3 ampères, I1 vaut 1 ampère, donc j'ai I2. Et enfin, VA moins VC qui vaut RAC I2. RAC, on avait trouvé que c'était 6 ohms. Ben, ça me donne 6 par 2, 12 volts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur VA moins VC? C'est bon? Ça va? Alors, on passe... D'accord, ok. Donc, on passe à la question suivante. Alors, question suivante. Calculer dans ce cas la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance RAB. Alors, la puissance, bon, on a déjà vu la loi de Joule tout à l'heure. D'accord? On écrit que l'énergie dissipée par effet Joule, c'est R I carré T. Ben, si on cherche la puissance, il faut garder à l'esprit que la puissance, c'est l'énergie par unité de temps. Donc, la puissance, ben, ça va être W divisé par T. Donc, ça sera RAB I carré. Voilà. Donc, la puissance dissipée par effet Joule, c'est RAB I carré. Donc, voilà, 72. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la série 5? C'est bon? Ça va? Je vais à la série 5. Ok. Alors, série 5.
Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder les exercices de la série 5. Les 3 premiers exercices sont très très simples. C'est juste des applications, des définitions du cours, hein. Donc on pourra aller relativement vite sur ces 3 exercices. Alors, premier exercice, la différence de potentiel aux bornes d'une batterie d'accumulateur est de 8,5 volts lorsqu'un courant de 3 ampères la traverse du pôle négatif au pôle positif. Quand un courant de 2 ampères la traverse en sens inverse, la différence de potentiel devient 11 volts. Quelle est la résistance interne de la batterie et quelle est sa force électromotrice? Alors voilà, donc l'exercice 1. Alors voici ma batterie, ma batterie d'accumulateur. Alors une batterie c'est un générateur réversible, c'est-à-dire que c'est comme la batterie de votre téléphone. Ça peut fournir de l'énergie et dans ce cas, ça se comporte en générateur, mais ça peut aussi recevoir de l'énergie et dans ce cas-là, ça se comporte en récepteur. Donc, c'est un générateur si le courant la traverse de sa borne moins à sa borne plus, c'est-à-dire que les charges qui la traversent vont gagner de l'énergie potentielle. Donc, la batterie génère de l'énergie. Par contre, quand elle se comporte en récepteur et qu'elle est en train de se charger, d'accord, en énergie, eh bien, elle reçoit de l'énergie. Les charges qui la traversent vont perdre de l'énergie potentielle, c'est-à-dire que cette énergie potentielle qui est perdue par les charges qui la traversent de la borne plus à la borne moins, eh bien, cette énergie qui est perdue par les charges va être récupérée par le contenu de la batterie et être stockée sous forme d'énergie chimique. Donc, si le courant passe du moins au plus, la batterie se comporte en générateur, et si le courant la traverse du plus au moins, elle se comporte en récepteur. Alors, on va donc écrire nos différences de potentiel. Donc, si le courant la traverse du moins au plus, eh bien, on écrit que VA moins VB est égal à, alors je vais mettre un point C ici, entre la force électromotrice et la résistance interne. Alors, je vais dire que VA moins VB, c'est VA moins VC plus VC moins VB. Alors, VA moins VC, eh bien, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins du générateur, donc c'est plus E. Et VC moins VB, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance petit r. Alors attention, cette résistance est traversée par le courant en entrant par le point B et en sortant par le point C. C'est-à-dire que si j'applique la loi d'Ohm, je vais dire que VB moins VC est égal à RI1, mais par contre, VC moins VB va être égal à moins RI1. D'accord? Dans la loi d'Ohm, quand vous écrivez VA moins VB égale RI, le courant doit entrer par le point A. D'accord? Or ici, quand vous écrivez VC moins VB, le courant entre par le point B, il n'entre pas par le point C. Donc VC moins VB, c'est moins RI1. Donc VA moins VB, que j'appelle ici V1, c'est la première différence de potentiel qu'on nous donne, c'est-à-dire 8,5 volts, avec un courant I1 qui vaut 3 ampères. Donc j'ai V1 égale E moins RI1. C'est bon? Alors maintenant, quand la batterie est traversée par un courant du pôle plus au pôle moins.
qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, j'écris la même chose, que VA moins VB est égal à VA moins VC plus VC moins VB. VA moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins, donc c'est plus E. Et VC moins VB, vous voyez ici que le courant I2, il entre par le point C et il sort par le point B. Donc, je vais avoir plus RI2. C'est bon? Donc, V1, c'est E moins RI1 et V2, c'est E plus RI2. Alors, ce qu'on vous demande dans un premier temps, c'est de trouver la résistance interne du générateur de la batterie. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on connaît dans ces équations? On connaît V1, on connaît I1, on ne connaît ni E ni R. Dans la deuxième équation, on connaît V2, on connaît I2 et on ne connaît ni E ni R. Donc, ce qu'on cherche, c'est R. Eh bien, avec ces deux équations, on va s'arranger pour éliminer E, puisque ce qu'on cherche dans un premier temps, c'est R. Donc, on va éliminer E. Alors, comment on fait? Eh bien, on peut soustraire les deux équations. On peut faire, par exemple, V2 moins V1. On va avoir E plus RI2 moins E moins RI1, c'est-à-dire que je vais avoir V2 moins V1, il n'y a plus de terme en E, et ce sera RI2 plus RI1. Donc, j'ai V2 moins V1 égale à RI1 plus I2. Et ça me donne le petit r qui est égal à V2 moins V1 sur I1 plus I2. Voilà. 0,5. Ça va jusque là? Alors ensuite, on vous demande quelle est la force électromotrice. Ben, la force électromotrice, on va la trouver en remplaçant petit r par sa valeur dans soit cette équation, soit celle-là. C'est-à-dire que si c'est dans cette équation, ben on va écrire que V1 que E c'est V1 plus RI1. Si c'est dans cette équation, ben on va écrire que E c'est V2 moins RI2. Alors dans les deux cas, on peut appliquer soit cette expression, soit celle-là. On trouve que E est égal à 10 volts. Voilà. C'est bon, on peut passer à l'exercice 2. Bon. Alors, si vous faites pas de commentaires, c'est que je peux passer à l'exercice 2. D'accord, merci Faïs. Alors, exercice 2. On a un générateur de force électromotrice 140 volts qui présente une différence de potentiel entre ses bornes de 120 volts quand il débite un courant de 50 ampères. Trouvez la résistance interne du générateur, trouvez la puissance fournie par le générateur et trouvez la puissance dissipée à l'intérieur du générateur. Alors, on cherche donc, c'est un générateur qui fonctionne, on nous dit que c'est un générateur, on ne dit pas que c'est un générateur réversible, donc il fonctionne en générateur d'énergie, il est traversé par le courant de sa borne moins à sa borne plus, d'accord? C'est-à-dire que les charges qui sont, je vous rappelle que le courant électrique, c'est une circulation de charges positives qui se déplacent dans le sens conventionnel du courant, et que donc les charges positives qui vont traverser le générateur, elles vont gagner de l'énergie potentielle, puisqu'elles passent du potentiel de la borne moins au potentiel de la borne plus, donc elles vont gagner du potentiel, donc leur énergie potentielle va augmenter
ça veut dire que le générateur fournit de l'énergie potentielle de charge. Alors, j'écris donc que j'écris la différence de potentiel au bornes de ce générateur. Donc, j'ai VA moins VB égale à VA moins VC, plus VC moins VB. Donc, je me retrouve dans la situation du premier cas de l'exercice 1. Donc, j'ai VA moins VB qui est égal à VA moins VC qui vaut E, plus VC moins VB qui vaut moins RI, puisque le courant entre par B et sort par C. Donc, si j'écris la loi d'Ohm, je vais avoir VB moins VC égale RI, mais par contre, VC moins VB égale à moins RI. Donc, VA moins VB, c'est E moins RI. Alors, si je veux connaître la valeur de la résistance, eh ben, j'ai tout, j'ai la différence du potentiel, d'accord, qui est de 120 volts. J'ai la force électromotrice qui est de 140 volts. J'ai le courant, d'accord, qui vaut 50 ampères. Il me reste plus qu'à en déduire petit r, qui vaut 0,4 ohm. Alors, deuxième question, trouver la puissance fournie par le générateur. La puissance fournie par le générateur, c'est le produit EI. Et la puissance dissipée à l'intérieur du générateur, eh bien, c'est R I carré. J'applique la loi de Joule, d'accord? Sachant que la puissance, c'est une énergie divisée par le temps. Donc, si dans la loi de Joule, j'ai W égale R I carré T, la puissance dissipée par effet Joule, eh bien, ça sera R I carré. Alors, vous voyez que la puissance qui est fournie par le générateur, elle est de 35 000 watts. La puissance qui est perdue en chaleur à l'intérieur du générateur, elle est de 1000 watts. C'est-à-dire que la puissance qui est reçue par le circuit extérieur, eh bien, ça sera la différence entre la puissance fournie et la puissance qui est perdue à l'intérieur du générateur sous forme de chaleur. C'est-à-dire que la puissance que le circuit extérieur va recevoir, eh bien, ce sera 34 000 watts. Voilà. Alors, on passe à l'exercice 3. Bon, jusque-là, vous voyez bien que ce sont juste des applications directes du cours. Hein. Alors, exercice 3, l'énoncé. Alors, un accumulateur de force électromotrice égale à 34 volts et de résistance interne égale à 0,1 ohm doit être chargé avec un courant de 20 ampères à partir d'une source de 110 volts. Quelle résistance doit-on placer en série dans le circuit? Voilà. Donc, celui qui va fournir l'énergie, eh bien, ça va être ce générateur, d'accord? J'appelle sa force électromotrice epsilon, d'accord, pour la différencier de l'autre. J'aurais pu les appeler E1 et E2. Hein. Celui-là joue le rôle de générateur, c'est lui qui va permettre de fournir l'énergie, et celui-là va jouer le rôle de récepteur, d'accord? C'est un accumulateur qui va se charger. Alors, on vous impose le courant, on vous dit que le courant vaut 20 ampères, et on veut savoir pour que cette batterie, pour que cet accumulateur se charge avec un courant de 20 ampères, quelle est la résistance à mettre en série ici entre le générateur qui fournit l'énergie et l'accumulateur qui reçoit l'énergie. Ça va? Donc, dans ce circuit, eh bien, j'ai un générateur qui va fournir de l'énergie au circuit extérieur qui sera une résistance grand R et une batterie de force électromotrice E et de résistance interne petit r. Voilà, donc notre circuit, ce générateur fournit l'énergie,
Et ce générateur réversible va recevoir l'énergie, puisqu'il va être traversé par le courant, de sa borne plus à sa borne moins. Alors, j'écris la loi des mailles le long du circuit, c'est-à-dire que je pars d'un point, je fais tout le tour du circuit, et quand je reviens à ce point, eh bien, je dis que le potentiel n'a pas varié. C'est-à-dire que j'écris que VA moins VA est égal à 0. Alors, je fais le tour, donc VA moins VB, plus VB moins VC, plus VC moins VD, plus VD moins VA égale 0. C'est bon? Je suis partie du point A, je suis revenue au point A, donc la différence entre le potentiel de A et le potentiel de A, c'est forcément 0. C'est bon? Alors, le courant, il est produit par ce générateur. Donc, il va sortir par la borne plus et revenir par la borne moins de ce générateur. Celui-ci est une batterie, donc il reçoit de l'énergie, il est traversé par le courant de sa borne plus à sa borne moins. Bon, alors on y va. On écrit dans un premier temps VA moins VB. Alors le courant passe, il entre par A, il sort par B. Donc VA moins VB, c'est RI. VB moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. C'est plus E. C'est quelque chose de positif. VC moins VD, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance petit r. Le courant entre par C et sort par D, donc VC moins VD, j'applique la loi d'Ohm, c'est plus RI, plus petit r. Et enfin, VD moins VA, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus. Donc ici, ça sera quelque chose de négatif, ça sera moins epsilon. Alors je reprends, VA moins VB, c'est RI, VB moins VC, c'est plus E, VC moins VD, c'est petit r I, et VD moins VA, c'est moins epsilon. D'accord? Donc j'écris que la somme de ces quatre différences de potentiel est égale à 0, puisque je suis partie du point A et que je suis revenue au point A. Alors, je vous rappelle que je cherche la résistance grand R. Hein. Je connais tous les éléments, je connais la valeur de epsilon, je sais que c'est 110 volts, d'accord? Je connais la force électromotrice de la batterie, je sais que c'est 34 volts. Je connais sa résistance interne, c'est 0,1 ohm, d'accord? La seule chose que je ne connaisse pas, je connais le courant, je sais qu'il doit être de 20 ampères. La seule chose que je ne connaisse pas, c'est la valeur de la résistance grand R. Alors, j'isole donc le terme en R. J'ai RI égale à, je vais passer tous les autres termes dans le membre de droite de l'égalité. Donc, je vais avoir RI égale epsilon moins E moins RI. Et j'en déduis R qui vaut 3,7 ohm. Voilà. C'est bon? Alors, cette résistance R, elle a servi à quoi? Eh bien, elle a servi à limiter la valeur du courant qui va traverser la batterie. Une batterie, vous ne pouvez pas lui faire traverser n'importe quel courant. Il y a des courants à ne pas dépasser. Donc, la meilleure manière de limiter la valeur du courant qui va traverser la batterie quand vous la chargez, c'est de mettre en série avec la batterie une résistance qui va servir à limiter la valeur du courant. Voilà. S'il n'y avait pas eu cette résistance, il n'y aurait pas eu ce terme-là.
on aurait eu E plus RI moins E égale 0, d'accord? C'est-à-dire que le courant, eh bien, il aurait été égal à E moins petit e sur petit r. Alors, moins epsilon moins e, pardon, divisé par petit r, eh bien, ce serait un courant beaucoup plus important que les 20 ampères. Voilà. Alors, on va passer à l'exercice 4. Si c'est bon pour l'exercice 3, hein. C'est bon, je peux passer à l'exercice 4. Ça ira? Ok. Bon, alors l'exercice 4, il dit quoi? Alors, on considère le circuit électrique de la figure ci-contre, comprenant un générateur G et une batterie B de force électromotrice. Alors, le générateur, c'est E. La batterie, on va l'appeler epsilon, sa force électromotrice. Deux résistances internes respectives RG et RB. R1 et R2 sont des résistances extérieures. Alors, j'ai refait les dessins ici. Voici donc mon générateur avec sa force électromotrice, sa résistance interne, la batterie avec sa force électromotrice et sa résistance interne, et mes deux résistances R1 et R2 qui sont en série avec le générateur d'une part et la batterie d'autre part. Alors, première question, calculer le courant circulant dans le circuit. Deuxième question, déterminer la DDP aux bornes du générateur G et aux bornes de la batterie B. Troisièmement, quelle est la puissance électrique fournie? Quelle est la puissance électrique totale dissipée par effet Joule? Et à quelle vitesse l'énergie chimique s'emmagasine-t-elle et où? Alors, vous remarquerez dans votre énoncé qu'il manque toutes les valeurs numériques. Donc, je les mets ici, d'accord? Elle figure pas dans l'énoncé, hein, donc voilà. Bon, alors, on cherche donc le courant dans le circuit. Alors, vous voyez encore une fois qu'on n'est pas encore dans les lois de Kirchhoff, on n'a pas un circuit à plusieurs mailles, on a toujours, encore une fois, un circuit à une seule maille, donc le circuit le plus simple qui puisse exister, hein. Alors, on y va, on cherche le courant. Pour commencer, la première question, c'est calculer le courant qui circule dans ce circuit. Eh bien, on va appliquer la loi des mailles, même s'il y a une seule maille, on peut l'appliquer. On va écrire que si je pars du point A, que je fais tout le tour du circuit et que je reviens au point A, le potentiel ne va pas varier. Donc, je vais avoir VA moins VA égale 0. D'accord? Alors, on y va, on fait le tour. J'ai mis des points pour pouvoir donner un nom aux différences de potentiel. Donc, VA moins VB, plus VB moins VC, plus VC moins VD, plus VD moins VF, plus VF moins VG, plus VG moins VA, égale 0, puisque je suis parti du point A et que je suis revenu au même point A. Ça va jusque-là? Et maintenant, je vais regarder les différences de potentiel l'une après l'autre. Alors, VA moins VB. Alors, on nous dit que le générateur, c'est cet appareil et que la batterie, c'est celui-là. Donc, ça veut dire que celui des deux qui sera traversé par le courant du moins au plus, eh bien, ça sera le générateur. Donc, ici, le courant va passer
il va traverser le générateur de G à A, donc ça veut dire qu'il va circuler dans le sens que j'ai dessiné ici. C'est bon? Parce que le générateur, c'est celui qui va fournir l'énergie et que la batterie, elle va, dans ce circuit, se comporter en récepteur et elle va recevoir l'énergie. Donc, elle va être traversée par le courant de sa borne plus à sa borne moins. Alors, on y va. Le courant circulant dans le sens des aiguilles d'une montre ici, VA moins VB, ça sera R1 multiplié par I. D'accord? VB moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins de la batterie, c'est plus epsilon. VC moins VD, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance RB. Alors attention, il faut regarder par où entre le courant. Le courant, il tourne dans ce sens. Donc, il entre par C, il sort par D. Donc, VC moins VD, c'est RB multiplié par I. Tout le monde est d'accord? Alors, je prends ça pour un oui. Hein. Alors, VD, d'accord. VD moins VF, le courant passe. Alors, ça va être la différence de potentiel aux bornes de R2. Le courant entre par D et sort par F. Donc, VD moins VF, c'est R2 multiplié par I. Alors, VF moins VG, d'accord? C'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance interne RG. Le courant entre par F et sort par G. Donc, VF moins VG égale à RGI. Et enfin, VG moins VA, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus du générateur, c'est-à-dire que c'est une différence de potentiel qui est négative, c'est moins E. C'est bon? Alors, je récapitule. VA moins VB, c'est R1I. VB moins VC, c'est epsilon. VC moins VD, c'est RBI. VD moins VF, c'est R2I. VF moins VG, c'est RGI. Et VG moins VA, c'est moins E. Donc, j'écris que la somme de toutes ces différences de potentiel me donne 0, puisque je suis partie du point A et que je suis revenue au point A. C'est bon? Alors, il y a des termes en I et des termes qui contiennent pas I. Donc, je vais regrouper les termes où le courant apparaît. Donc, je vais avoir R1 plus RB plus R2 plus RG. Tout ça multiplié par I. Plus ce terme-là, moins ce terme-là égale 0. Alors, je vous rappelle qu'on cherche le courant. Donc, on va faire passer ces deux termes-là à droite. Et je vais avoir le courant qui va être égal à E moins epsilon sur la somme des résistances. Voilà donc le courant qui passe dans ce circuit. Ça va? Tout va bien pour le moment? Ok. Alors, je passe à la deuxième question. Merci, Fadia. Alors, je passe à la deuxième question qui est de déterminer la différence de potentiel aux bornes du générateur et aux bornes de la batterie. Alors, aux bornes du générateur, c'est-à-dire vu de l'extérieur, quelle est la différence de potentiel aux bornes du générateur? Et aux bornes du générateur, ce qu'on voit du générateur, c'est le point A et le point F. Donc, je cherche VA moins VF. C'est bon? Alors, VA moins VF, c'est VA moins VG, plus VG moins VF. Alors, VA moins VG, c'est la différence entre la borne plus, entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins, c'est plus E. Et VG moins VF,
c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance Rg. Alors attention, on regarde bien par où entre le courant. Eh bien, le courant circule dans ce sens. Ça veut dire que le courant entre par F et sort par G. Ça veut dire que VF moins VG égale RGI, mais que VG moins VF, c'est moins RGI. Ça va? Donc VA moins VF, eh bien c'est E moins RGI. C'est bon? Maintenant, on va voir ce qui se passe du côté de la batterie. Eh bien, vu de l'extérieur, les deux bornes de la batterie, c'est le point B et le point D. Alors, je cherche VB moins VD, c'est VB moins VC, plus VC moins VD. Alors, VB moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins de la batterie, c'est plus epsilon. VC moins VD, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance RB. Attention, regarde par où entre le courant. Eh bien, le courant tourne dans ce sens. Ça veut dire qu'il entre par C et qu'il sort par D. Donc, VC moins VD, c'est plus RBI. Alors, j'écris donc que VB moins VD, c'est E epsilon plus RBI. Voilà. Donc, vous voyez que la différence de potentiel aux bornes du générateur est plus grande que la différence de potentiel aux bornes de la batterie, et c'est normal, puisque c'est le générateur qui fournit l'énergie. Alors, question suivante. Quelle est la puissance électrique fournie? Alors, celui qui fournit l'énergie ici, bien que la batterie soit un générateur réversible, ici, elle se comporte en récepteur, puisque c'est elle qui est traversée par le courant du plus au moins, donc elle reçoit de l'énergie. Donc, celui des deux qui fournit l'énergie, c'est le générateur. Donc, la puissance fournie, c'est le produit EI. Vous avez défini ça en cours. La puissance fournie par le générateur, c'est le produit de la force électromotrice par le courant qui est fourni par le générateur. Voilà. Ça, c'est pour la puissance fournie dans le circuit. Alors, la puissance électrique totale dissipée par effet Joule, eh bien, on a 4 résistances dans le circuit. Alors, il se trouve ici qu'elles sont toutes traversées par le même courant. Donc, la puissance dissipée par effet Joule, eh bien, ça sera R1 I carré plus RB I carré plus R2 I carré plus RG I carré. Donc, on met I carré en facteur et on a la puissance dissipée par effet Joule. On a appliqué la loi de Joule, comme tout à l'heure. Donc, c'est la somme des résistances multipliée par le courant au carré. Alors, dernière question. L'énergie, à quelle vitesse l'énergie chimique s'emmagasine-t-elle dans et où? Alors, la question du où, elle est évidente. L'énergie chimique elle va être stockée dans la batterie, évidemment. C'est elle qui reçoit l'énergie. Donc, l'énergie électrique qu'elle reçoit, elle va la stocker sous forme d'énergie chimique. Alors, la vitesse de stockage de cette énergie, eh bien la vitesse de stockage de l'énergie, ça va être une énergie divisée par le temps qu'elle met à stocker cette énergie. Eh bien, ça a la dimension d'une puissance. Or, la puissance qui va être reçue par la batterie sous une forme autre que la chaleur, eh bien, ça va être la force contre-électromotrice de la batterie multipliée par le courant. Alors, en cours, vous avez vu que la puissance qui est reçue par un récepteur
sous une forme autre que la chaleur, eh bien, c'est le produit de la force contre-électromotrice, le petit e, multiplié par I. Ici, la force électromotrice qu'on a notée epsilon, en réalité, comme la batterie se comporte en récepteur, cette epsilon représente la force contre-électromotrice de la batterie, puisque la batterie se comporte en récepteur. Donc, j'ai deux façons de calculer cette vitesse à laquelle se stocke l'énergie chimique. C'est soit d'écrire que c'est le produit epsilon I, soit de dire que, en fait, dans la mesure où on a déjà calculé la puissance fournie par le générateur et la puissance qui est perdue sous forme de chaleur dans le circuit, eh bien, ce qui reste, la différence entre les deux, eh bien, c'est ça qui a été stocké sous forme chimique dans la batterie. Donc, il y avait deux façons de répondre à la question. Soit on écrit que c'est la puissance fournie par le générateur moins la puissance dissipée par effet Joule dans les résistances, et tout le reste, c'est ce qui est récupéré à l'intérieur de la batterie sous forme d'énergie chimique, soit de dire que c'est le produit petit e multiplié par I, petit e étant égal ici à la force électromotrice de la batterie qui est epsilon. Trouver le même résultat. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. On fera l'exercice 5 la prochaine fois. On aurait pu traiter la question 1, mais bon, je préfère qu'on finisse, qu'on fasse un exercice complet et pas des petits bouts d'exercice. Donc, on s'arrête là. Si vous avez des questions, ben, c'est le moment. D'accord. Vous avez des questions? Bon. Alors, s'il n'y a pas de... D'accord, merci. S'il n'y a pas de questions, ok, merci. J'arrête l'enregistrement.